Sunderlight Production. La course à pied est un sport qui a la réputation d'être particulièrement traumatisant pour le corps. Mais est-il possible de pratiquer le running sans se blesser ? Alors si vous voulez éviter les pépins physiques et courir sans vous poser de questions, restez avec nous, nous allons vous aider. Performance, biomécanique, blessure, découvrez les clés pour mieux courir et repousser vos limites grâce à l'expertise d'un spécialiste de la course à pied. Alors ajustez vos écouteurs et tenez-vous prêt à transformer votre approche de la course à pied. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous vous proposons un sujet qui effraie la plupart des coureurs et des coureuses, la blessure. Que ce soit au pied, à la cuisse, au mollet, au genou ou encore sur notre chaîne postérieure, absolument aucune partie de notre corps n'est épargnée par le risque de blessure quand on est un coureur. Alors pourquoi se blesse-t-on ? Comment minimiser les risques de blessure ? Peut-on s'entraîner en étant blessé ? Autant de questions que nous allons traiter aujourd'hui, et pour nous aider à y voir plus clair et éviter les erreurs, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés notre expert en kinésithérapie. Il s'est occupé de légendes du sport comme Kilian Jornet ou encore Courtney Dauwalter au sein de la team Salomon. Il s'agit d'Arnaud Tourtel. Arnaud, merci infiniment d'être parmi nous aujourd'hui. Comment vas-tu ? Merci beaucoup de me recevoir. Écoute, je vais très très bien et j'ai hâte de discuter ensemble. Eh ben, je te propose de commencer sans plus attendre. Arnaud, on dit souvent que le plus dur dans la course à pied, ce sont pas les entraînements, mais c'est de ne plus pouvoir courir. Et c'est vrai que l'une des plus grandes craintes quand on est un coureur à pied, c'est d'être victime d'une blessure qui va nous stopper net dans notre préparation. D'autant plus que le running a souvent la réputation d'être un sport qui est particulièrement traumatisant pour le corps et où il est très courant de se blesser. D'ailleurs, est-ce que tu es d'accord avec ce constat-là ? Oui, le running, que ce soit sur route ou en sentier, on voit énormément de gens se blesser, notamment en début, en préparation. Après, on sait que courir, je dirais, c'est un sport traumatisant. Donc, on va avoir des chocs. Donc, ces chocs, il va falloir que le corps les encaisse et surtout s'y habitue. Donc, j'ai pas mal d'athlètes qui, justement, vont faire des séances de course et puis pour entraîner le cardio, mais pas trop taper, justement, vont passer sur le vélo. Ce qui fait qu'on va enchaîner avec des sports portés, ce qui fait qu'on fait course et vélo de temps en temps. Mais ça n'empêche pas que si on veut faire du long, il faut comme on dit, bouffer du kilomètre, parce qu'il est important que le corps s'habitue à l'ensemble de ces chocs. Et du coup, effectivement, on peut se blesser en course à pied, surtout, je dirais, mal préparé. Mais dès qu'on commence à être régulier, dès qu'on sort, je dirais, régulièrement, on va avoir, le corps va s'habituer et progressivement, je dirais, tous les gens qui courent de manière régulière ne se blessent plus. C'est-à-dire que les blessures, elles apparaissent au changement, donc dans tous les changements de rythme. Donc évidemment, au début, quand on apprend à courir, et puis petit à petit, après, quand on se met des challenges des fois un peu plus importants que ce que le corps est habitué à faire. Maintenant, il y a des gens qui courent depuis 10 ans qui ne se sont jamais effectivement blessés, mais ils ont leur routine et ils courent de manière très régulière. C'est vrai qu'on estime qu'en moyenne, chaque année, entre 30 et 50% des coureurs se blessent. C'est une statistique qui fait quand même froid dans le dos. Selon toi, pourquoi est-ce que ces personnes-là se blessent ? Est-ce qu'il y a une explication ou c'est juste le fruit du hasard ? Alors, c'est pas le fruit du hasard. On peut tomber tous et se blesser lors d'une chute. Mais sinon, les blessures récurrentes viennent justement parce que on va retrouver soit un matériel déficient, et donc les gens vont courir avec des matériels, chaussures et autres inadaptés, soit tout simplement parce qu'en fait, ils manquent de régularité ou ils se donnent des challenges un peu trop, je dirais, permanents, c'est-à-dire qu'ils vont courir de manière aléatoire. De temps en temps, ils sont en fond pendant 2 mois, puis après ils font plus rien pendant 2 mois, puis ils veulent reprendre et tout de suite retrouver leur niveau. Donc effectivement, moins on est régulier dans ce sport, plus il devient traumatisant. Justement, quelles sont les blessures qui touchent le plus souvent les coureurs sur route ? Dans ton cabinet, par exemple, toi, c'est les consultations que tu vas avoir le plus souvent, ça va être lesquelles ? Alors les atteintes, je dirais, du pied sont importantes, que ce soit des entorses de la cheville, c'est ce que je vois de manière régulière. Mais on a aussi tout ce qui va être les fasciitis plantaires, c'est-à-dire que c'est l'arche plantaire, il va y avoir des tensions au niveau de l'arche plantaire. Alors ça, on se rend compte que ça vient très souvent couplé à toute la chaîne postérieure qui est tendue, notamment le mollet. Donc quand on a un mollet un peu raide, eh bien le mollet lui va continuer à avoir un travail, pas se plaindre. Par contre, c'est l'arche plantaire qui va
qui va un peu ramasser. De la même manière, ça rentre dans le détail. Ce qu'on retrouve souvent, des gens se plaignent beaucoup du syndrome qu'on appelle de la bandelette iliotibiale, donc syndrome dit de l'essuie-glace, au niveau du genou. Ça, je me suis rendu compte que 99% du temps, ça venait de la cheville opposée, c'est-à-dire que c'est la cheville opposée qui n'est pas correctement, je dirais, ressentie par le cerveau. Du coup, on a une tendance à boiter, et dans cette boiterie, on va reporter beaucoup plus le poids du corps sur le genou opposé, et notamment sur l'extérieur du genou. Et la bandelette va se mettre à couiner. Donc là, à ce moment-là, bien évidemment, on cherche à soigner la bandelette. Alors, ce qui est le plus important, c'est de venir sur la cheville opposée. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir systématiquement dans n'importe quelle blessure, c'est que le corps, c'est un ensemble et non pas juste la zone en souffrance. Et la zone en souffrance souvent cache en fait des zones perturbées qui vont être ailleurs. Donc on va se retrouver, alors par exemple la cheville opposée, ça peut être lié à une vieille entorse, comme ça peut être lié à un défaut sur une chaussure, avec un changement de drop, avec différentes choses qui font que finalement cette cheville, elle ne tient plus parce qu'on la sollicite de manière différente. De la même manière, on va avoir quelque chose de récurrent aussi, c'est les tendinites d'Achille, les tendinites du tendon d'Achille. Donc ça, pareil, il faut venir détendre le muscle et jouer avec la chaîne opposée, notamment la chaîne musculaire antérieure, et donc par des stimulations. Donc là, moi, j'utilise différents outils, en fait, justement, pour venir stimuler et rééquilibrer l'ensemble des chaînes pour pouvoir faire passer la problématique le plus rapidement possible. On retrouve également les périostites au niveau du tibia. Donc, périostite tibiale uni ou bilatéral. Ça, par expérience, c'est toujours un défaut de maintien du bassin. Ce qui fait que là aussi, on va venir essayer de strapper, on va venir essayer de faire des ondes de choc, enfin différentes choses sur la périostite pour essayer d'amener du sang et autres, pour essayer de cicatriser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'os du tibia va se mettre à vibrer, et cette vibration, elle vient d'un déport en fait trop important au niveau du bassin. Donc ce qui est important, c'est de repositionner ce bassin. Donc voilà, il y a tout un travail de gainage à faire à ce moment-là pour les périostites tibiales. Les douleurs après du genou, notamment fémoro-patellaires, plus fréquentes chez les femmes, on va se retrouver là aussi à se rendre compte que c'est finalement des déficiences entre la chaîne postérieure, donc il y a souvent un ischio beaucoup plus puissant, et le quadriceps, notamment le vaste interne ou le vaste externe, ont du mal à tenir la rotule qui va se mettre en souffrance. Donc ce qui est intéressant, c'est toujours, si on veut avoir des résultats, je dirais, probants et durables, eh bien, il faut regarder l'ensemble du corps et pas seulement la zone de souffrance. Mais la zone de souffrance nous renseigne systématiquement sur une manière de courir et donc une manière d'être de posture, je dirais, dynamique. Arnaud, quand on commence à devenir un coureur ou une coureuse régulière, qu'on s'entraîne 3, 4, 5 fois par semaine, notre entourage, des fois, ont tendance à nous alerter en disant « Attention, tu vas te blesser ». Alors, est-ce que c'est vrai que plus on augmente son kilométrage, plus on augmente son nombre de sorties par semaine, plus on risque de blessures? Et du coup, est-ce que le coureur doit aussi peut-être s'entraîner moins souvent pour éviter les blessures? Alors, s'entraîner moins souvent pour les blessures, c'est un paradoxe, parce que si je veux atteindre, je dirais, passer à 100 km de marathon, passer à 100 bornes, et il va falloir, quoi qu'il arrive, que j'augmente justement ce temps de travail. Donc, je dirais non, il faut augmenter, par contre, il faut se connaître, et il faut augmenter son temps de travail, je dirais, régulièrement, pour habituer le corps, petit à petit, à changer de format. Et si de la même manière, sur un même format, si à un moment donné je cherche à accélérer et je dirais à gagner à chaque fois des précieuses minutes, eh bien il va falloir que ce travail en fractionné et autres se fasse progressivement. Et les blessures viennent toujours d'un excès, mais c'est un excès, je dirais, rapide. C'est-à-dire que si je monte progressivement, finalement, il y a une gestion de l'excès qui devient naturelle, qui devient normale. Si l'excès est la normalité, c'est-à-dire si je monte progressivement, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je monte beaucoup trop rapidement et que je suis trop en dents de scie dans mes entraînements, effectivement, il y a des risques de blessure. En fait, le corps est vraiment capable de s'adapter à différents traumatismes qu'on va lui faire subir. La seule condition qu'il nous demande, c'est d'être progressif pour lui permettre justement, pour lui laisser le temps justement de s'adapter. C'est bien ça? Oui, parce qu'en fait, on va générer des micro-traumatismes, et ces micro-traumatismes, eh bien, si ils sont répétés de manière trop récurrente, ça va devenir un vrai traumatisme. Si par contre,
je génère un micro-traumatisme par un entraînement et que derrière, j'ai une vraie phase de récup, cette phase de récup va me permettre en fait de réparer ce micro-traumatisme et à l'inverse, renforcer la zone. Par exemple, si vous faites de la gymnastique, la première fois que vous allez reprendre une barre, vous allez avoir des ampoules plein les mains. Mais quand vous prenez des barres tous les jours, petit à petit, il y a de la corne qui se fait et puis il n'y a plus un seul gymnaste qui voit des ampoules. Et c'est exactement pareil au niveau de la course à pied. Donc les chocs traumatiques vont progressivement endurcir le corps pour pouvoir résister à ces chocs. Et ça ne va pas, à l'inverse, dégénérer l'organisme. Est-ce qu'il faut privilégier certaines surfaces quand on court, notamment toutes les surfaces qui sont souples pour justement éviter les risques de blessures? Alors ça reste une idée comme ça qu'on se fait que courir sur le bitume, c'est dur, ça va être traumatisant. Alors effectivement, pour quelqu'un qui démarre la course à pied et qui s'entraîne, sur du souple, sur un terrain souple versus un terrain dur, il va effectivement avoir une sensation d'avoir plus mal sur un terrain dur. Mais progressivement, toujours pareil, plus il va s'entraîner, plus le terrain, il va s'adapter à ce terrain. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais terrain. Par contre, ce qui est important, justement, c'est de gérer justement le stress au niveau du corps et de pouvoir varier les plaisirs. Donc, si vous avez la chance de vous entraîner tantôt sur du dur, de la route, puis passer sur du souple, c'est intéressant. Parce que sur la route, en même temps, une fois qu'on a pris un rythme, on ne croise pas un caillou, on peut penser à autre chose, on peut s'évader dans la tête. Mais dès que vous allez passer sur des chemins caillouteux notamment, le risque de blessure, le risque d'entorse, le risque va augmenter et là il va falloir être beaucoup plus présent. Donc on ne fait pas les mêmes pas, on n'est pas aussi rythmé sur une course, de trail que par rapport à une course sur route. Donc ce qui est intéressant, c'est effectivement de varier les terrains. Et chaque terrain a ses avantages et ses inconvénients. Donc chaque terrain est propice aux blessures, mais non, il faut avoir habituer le corps à son terrain de prédilection. On nous recommande tout le temps d'être à l'écoute de son corps. Tu nous as dit tout à l'heure qu'il fallait être à l'écoute de son corps, mais concrètement, comment est-ce qu'on peut identifier les signaux que notre corps nous envoie? Parce qu'il faut quand même être capable de faire la différence entre la petite gêne qui est anodine, qui est presque normale et passagère, et celle de quelque chose qui est sous-jacent, un peu plus grave, le vrai pépin physique. Comment on fait pour identifier tous ces signaux que le corps peut nous envoyer? Alors, il y a des gens qui sont effectivement très en alerte et dès qu'ils vont sentir une tension musculaire, une tension articulaire, ils vont lever le pied. Puis, donc des fois trop en alerte, parce que finalement c'est des petites sensations habituelles, mais ils vont pas oser, comme on dit, se taper dedans. Et puis il y en a d'autres qui s'écoutent pas et qui vont avoir une tendance à trop se taper dedans et puis arriver à la blessure et se dire je l'ai pas senti arriver. Donc c'est vrai que c'est, là aussi propice et propre à chacun. Donc, ce qui est important, c'est de voir justement, de bien être à l'écoute, des sensations que l'on a au niveau des jambes, et notamment pendant les phases d'échauffement, ou pendant les phases d'étirement. C'est un moyen aussi de ressentir son corps et de voir si l'entraînement précédent nous a laissé des traces. Et si on sent qu'il y a quand même des tensions, des courbatures, des gênes et autres, eh bien, il faut à ce moment-là minimiser l'entraînement suivant. C'est-à-dire c'est aussi adapté. On n'est pas une machine et on n'est pas là pour suivre un programme à la lettre. C'est-à-dire qu'on se fait un programme et puis évidemment il va y avoir des variations en fonction de soi. On peut aussi avoir très mal dormi la veille et être complètement explosé le lendemain et finalement se dire tiens, je vais quand même lever le pied parce que les blessures peuvent venir aussi d'un état de fatigue qui n'est pas forcément inhérent à la course à pied. Évidemment. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à la biomécanique de course. Par exemple, on va parler de la cadence. On nous recommande souvent d'avoir une cadence de 180 par minute. C'est un peu la valeur absolue, paraît-il. Toi, en termes de biomécanique, qu'est-ce que tu as remarqué qui peut-être va nous éviter d'être confronté à la blessure? Alors, en bioméca, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est effectivement quelle chaîne de prédilection le sportif utilise. Donc, s'il est plutôt chaîne postérieure, il va avoir une tendance à rebondir. Et donc là, souvent, les 180 par minute, c'est utilisé sur des gens qui vont courir justement sur l'avant-pied, bien rebondir et autres. À l'inverse, s'ils sont chaîne antérieure, ils vont avoir une tendance plutôt à être médio-pied et donc à courir plus, on pourrait dire plus lourdement, de manière moins aérienne.
Et à ce moment-là, il faut que la personne, en fait, si elle est médio-pied, si elle se force absolument à vouloir rebondir, à un moment donné, elle va aller se blesser parce qu'elle n'est pas dans sa nature. À l'inverse, celui qui est sur l'avant-pied et qui rebondit, il se retrouve dans une descente où il a un peu peur et il commence à passer sur les talons, eh bien, il va rentrer dans des risques de blessure. Donc, ce qui est intéressant, c'est ne pas fuir sa nature, enfin, rester dans sa nature, mais quand on est obligé de s'adapter en courant autrement, eh bien être conscient de ce qui se passe et se rendre compte qu'on n'est pas dans son aspect naturel. C'est pour ça qu'en termes bioméca, c'est comment on va utiliser finalement son corps et savoir effectivement est-ce qu'on est plutôt chaîne antérieure ou chaîne postérieure, aérien ou terrien. Enfin, c'est des choses intéressantes à découvrir par soi-même. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à la musculation en course à pied. Elle est souvent recommandée justement en matière de prévention des blessures. Alors c'est pas sa seule utilité. On sait qu'elle est très importante notamment pour gagner en vitesse, pour aussi quand on est sur marathon, permettre au corps c'est surtout un effort musculaire le marathon. Donc évidemment, plus on va renforcer nos muscles, plus on va mieux encaisser cette distance. Globalement, la musculation en matière de prévention des blessures. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les fondamentaux et ta vision par rapport à ça? Alors la musculation, elle est importante, notamment en course à pied, parce que bien souvent, on a quand même une croyance de base où on se dit plus je suis maigre, moins j'ai à porter et plus j'irai vite. Sauf que j'ai vu des gens, justement, notamment des jeunes, relativement maigres. Alors effectivement, c'est des avions de chasse, ils vont très très vite, mais ils n'ont pas assez de muscles, je dirais, pour pouvoir encaisser justement les chocs. Et bien souvent, il faut leur redonner je dirais, une masse musculaire importante, ou en tout cas intéressante, ou assez importante, pour pouvoir encaisser les chocs et ne plus se blesser. C'est-à-dire que la masse musculaire va nous permettre effectivement d'augmenter la vitesse, mais bien souvent, si on a des muscles fins et graciles, on peut être très puissant avec un corps relativement léger, mais là, par contre, les blessures arrivent. Donc ça, je le vois beaucoup à haut niveau. Et la musculation va être intéressante justement pour permettre en fait un meilleur gainage, un meilleur maintien au niveau des systèmes articulaires et éviter les élongations, les étirements, les déchirures et les blessures au niveau articulaire. Donc la muscu est importante, même la muscu du haut du corps est importante parce que ce gainage naturel, notamment avoir l'effet pendulaire au niveau des bras, être bien droit, bien gainé, c'est vraiment important et ça demande une musculature, je dirais, adaptée au haut du corps et pas seulement les jambes. Au niveau de l'équipement, tu me disais tout à l'heure que c'était des éléments importants. Sur quoi on doit être vigilant par rapport à son équipement? Quels sont les consignes quelles sont les règles que tu nous conseilles de respecter? Alors au niveau de l'équipement, je dirais l'équipement phare du runner, c'est sa chaussure. Ce qui est important, c'est d'avoir une chaussure adaptée à sa technique de course, adaptée à son poids. Et puis, bien penser que ces chaussures, ça s'use. Donc, chaque marque a ses taux d'usure un peu différents. Et quand vous avez une chaussure, même si elle vous est confortable, mais qu'elle commence à être fortement usée, dans le changement, en fait, avec une chaussure neuve, vous allez vous retrouver avec quelque chose de plus dur ou plus rigide ou qui vous tiendra mieux le pied. Donc, il y a des risques, là, à nouveau, de blessures par changement de matos. Donc, ce qui est important, c'est que d'arriver à glisser d'une chaussure à l'autre sans trop attendre. On ne va pas attendre que la pompe soit détruite pour en prendre une nouvelle et en même temps on peut courir avec deux paires, et ce qui est pas mal. Après je vois pas mal, j'ai vu des athlètes justement sur des chaussures un peu fétiches se dire tiens, avec celle-là j'ai fait 100 bornes, je me sentais vraiment super bien, je vais les garder pour ma prochaine course. Et finalement, les chaussures sont passées à travers au bout de 85 bandes parce qu'elles étaient usées. Alors lui, il les sentait bien, mais la godasse était abîmée déjà. Donc c'est important de bien checker son matos. De la même manière, si vous courez... après, au niveau des vêtements, on est souvent plus à l'aise, mais effectivement, il faut éviter vêtements, il faut éviter les frottements. Enfin, il y a différentes choses à faire, mais c'est vrai que la chaussure, c'est véritablement fondamental. Je disais en introduction, l'une des hantises des coureurs, c'est de ne plus pouvoir courir parce qu'ils sont blessés. Pendant très longtemps, quand on allait voir son médecin, son kiné, et qu'on était blessé, il nous conseillait surtout aucun exercice. Aujourd'hui, de plus en plus, des kinés nous recommandent de garder quand même soit la marche rapide, un peu de footing pour justement que le muscle continue à travailler. Est-ce qu'on peut s'entraîner quand on est blessé, Arnaud ?
Alors pour moi, la fonction crée l'organe. Il est fondamental de garder de la fonction, quelle qu'elle soit. Donc il faut continuer à s'entraîner. Maintenant, on va s'entraîner différemment. Donc moi, dans ma profession, parce que je cherchais des outils particuliers, j'ai inventé et mis en place des patchs, les patchs SteamCare, qui me permettent en fait justement, par le renvoi des infrarouges, un travail directement sur les zones de blessure. Et on va se retrouver par exemple avec une cheville, la personne s'est fait une entorse, elle me dit je peux plus marcher, est-ce que je la bloque? Eh bien, je vais mettre des patchs pour augmenter la microcirculation, pour permettre en fait une récupération beaucoup plus rapide de la problématique. Et à ce moment-là, comme le patch renseigne le cerveau et lui permet, en fait, la personne va sentir beaucoup mieux sa cheville, à ce moment-là, je vais lui demander si elle ne peut plus courir parce que l'entorse est vraiment importante, je vais lui demander par contre de marcher le plus doucement possible sans boiter. C'est-à-dire qu'on va démarrer déjà par la marche, surtout ne pas boiter. Donc si on ne boite pas, et du coup on fait naturellement attention, on n'a pas besoin de bloquer la cheville. Et ça va être vrai tout le temps. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai de moins en moins mal à ma cheville, ça y est, je commence à marcher naturellement ou normalement, pas de boiterie. Je commence à recourir, à faire quelques pas, à aller trottiner, pas de problème, mais pas de boiterie. C'est-à-dire qu'en fait, je trottine, la moindre boiterie, je freine et je me mets à la vitesse à laquelle je ne boite pas. Si on respecte ça, on récupère très très vite. Ce qu'il faut, c'est ne jamais boiter. Donc, il ne faut pas faire un mouvement, en fait, freiner son mouvement. Il faut faire un mouvement d'amplitude normale, mais sans douleur. Et donc ça, c'est important, en fait. Alors après, on peut avoir des orthèses de maintien, c'est-à-dire qu'on peut mettre des chevillères, par exemple, ou des choses comme ça, qui vont vous permettre de vous maintenir, mais de la même manière, on ne doit pas boiter. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de garder une fonction totalement physiologique, ce qui fait que si on boite pas, eh bien, on va récupérer beaucoup plus vite. Il y a une loi qui est tout simplement une loi cérébrale, qui fait que tous les 21 jours, j'apprends, le geste que j'ai fait, je vais les engrammer dans mon cerveau. Ce qui fait que si j'ai boité pendant 21 jours, alors la boiterie devient ma marche naturelle. Donc l'intérêt, c'est véritablement de ne pas boiter. Et pour ça, évidemment, je vous renvoie à aller voir votre kiné, discuter avec lui et de trouver les meilleures solutions pour se dire que effectivement, je peux continuer en cas de blessure, mais je ne vais pas continuer de la même manière. Il va falloir adapter mes séances, peut-être faire du vélo justement pour être porté. Je vais continuer, mais garder ça en tête, je ne dois pas boiter. Merci infiniment Arnaud, c'était un épisode très intéressant. Comment est-ce qu'on pourrait conclure cet épisode? C'est quoi les éléments clés à retenir de tout ce qu'on s'est dit? Alors, les éléments clés par rapport aux blessures en course à pied, eh bien, tiennent essentiellement à un entraînement régulier. C'est-à-dire que plus on est en entraînement régulier, moins on se blesse. Plus on est dans des entraînements, je dirais, justement irréguliers, plus les blessures vont arriver. Si on change de format et qu'on essaye de passer sur des formats plus élevés, marathon, 100 km par exemple, eh bien, il va falloir avoir un entraînement progressif pour habituer le corps. Donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on doit habituer le corps à des nouveaux impacts. C'est intéressant de changer de terrain. Tantôt le bitume, tantôt les cailloux, justement pour habituer le corps à des terrains totalement différents. Et de la même manière, si on venait à se blesser, eh bien, reprendre sans boiterie pour permettre justement de se réhabituer à garder le bon geste. Donc toujours garder le bon geste. Quand vous avez une foulée, vous gardez votre foulée, vous augmentez progressivement la puissance de cette foulée, vous changez le terrain par rapport à cette foulée, mais dans tous les cas, faut s'adapter. Pour s'adapter, il faut un peu de temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se changer en 3 minutes. Donc souvent, les blessures vont venir du fait que les gens veulent aller trop vite et aller plus vite que la musique, finalement, plus vite que les capacités corporelles. Merci infiniment Arnaud pour tous tes conseils. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!